Bon, on va parler des matzot, puisque vous aimez le... Parce qu'il faut bien en parler. D'accord? Alors, dans les... C'est quoi les matzot? Les matzot, c'est un pain... C'est très dur à fabriquer parce qu'il ne doit pas être... Il ne doit pas être levé. Il doit rester dans sa nature. Alors, on évite évidemment... On ne met pas de levain, que ce soit un levain naturel ou un levain artificiel, chimique. Mais il y a plus que ça. Dès qu'il y a une rencontre entre la farine, une céréale, il faut que ce soit une céréale, et de l'eau, automatiquement, même si vous ne mettez pas de levain, eh bien, ça lève quand même, automatiquement. D'accord? Donc c'est toute une discussion au niveau chimique. Qu'est-ce qu'on appelle une céréale? Dans le monde agricole, il y a des tas de choses qui s'appellent des céréales. Même le riz, même le maïs, même le millet, même les tas de légumineuses qui s'appellent céréales. Ça, c'est en matière agricole. Mais au niveau de la Torah, le Rambam nous dit, explique, qu'il y a une différence entre un légume qui pourrit et un légume qui fermente. C'est différent. Masriach ou mitrametz, c'est deux notions différentes. Alors, il explique par exemple, quand on était petit, on faisait ça, on prenait des haricots ou des pois chiches, voilà, et quand vous les laissez avec un peu d'eau dans l'humidité, etc., ils fermentent. Ils fermentent, mais en vérité, ils ne fermentent pas, ils pourrissent. C'est ça la différence. C'est du sirachon, ça s'appelle. Quand vous laissez des pois chiches, vous voyez, quand vous laissez plonger des pois chiches dans de l'eau, le matin, vous voyez de la mousse et des bulles. Alors en bas, il dit ça, c'est pas de la fermentation, c'est du pourrissement. C'est différent. Donc c'est très important. Et donc là, la Mishnah, elle nous dit il n'y a que 5 sortes de céréales qui sont dangereuses à Pessah. Il y a 5 sortes de céréales. Quelles sont-elles? Alors vous avez les céréales blanches, c'est-à-dire le blé et comment on appelle ça, le flocon d'avoine. Vous avez 2 céréales blanches et 3 céréales noires. Quelles sont les céréales noires? Le seigle, le très noir, c'est le... Non, c'est pas le sarrasin. Non, pas le sarrasin. Le sarrasin, c'est pas une céréale, c'est une légumineuse. Oui. Le kousmine. Le kousmine, c'est un blé. Voilà. Et l'orge, bravo. Vous avez 3. Vous avez donc, ce sont les seules 5 céréales qui sont les potres, bravo. Et ne pas confondre avec la koussemet qui est le sarrasin. Ça n'a rien à voir. Koussemet, c'est Adama. C'est pas une céréale, c'est une légumineuse. Alors que le kousmine, c'est une céréale et ça fermente. Donc c'est toute la différence d'ailleurs entre ce qu'on appelle le dagan et les kitniot, les légumineuses et les céréales. Donc ne peut être cachère pour faire des matzot que les 5 céréales. D'accord? Vous voyez qu'il y a beaucoup de chiffre 5 dans Pessah. Les 5 espèces de maror, on avait vu les 5 espèces de maror, etc. Et il y a les 5 espèces de céréales. Et vous ne pouvez faire des matzot qu'avec ça.
Si vous faites des matzot avec du maïs ou des pois chiches ou des haricots, etc., des galettes, eh ben ça ne sera, vous n'avez pas fait la mitzvah puisque ça n'est pas des céréales, ce sont des légumineuses. Et il y avait un des sages, il s'appelle Rabbi Yochanan ben Nouri. Ben Nouri. Et lui, il dit, le riz c'est aussi une céréale. Donc d'après lui, le riz, ça fermente, et si tu le laisses fermenter, tu es passible de mort. Mais heureusement pour les Tunisiens et les Irakiens, la halakha n'est pas comme lui. Tous les autres Tanaïm, ils disent non. Mechila, Slicha, Rabbi Yochanan ben Nouri, là, le riz n'est pas une céréale, ce n'est qu'une légumineuse. Sinon, vous seriez mal en point, les Tunisiens qui mangent du riz. Parce que ça fermente. Alors, il dit non, ça ne fermente pas, ça s'abîme, ça pourrit, mais ça ne fermente pas. C'est complètement différent. Donc, vous pouvez laisser jusqu'à demain matin une légumineuse mijotée, etc. Elle ne fermentera pas, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, il s'est passé un phénomène historique, que jusqu'au XVIe siècle, temps de Rabbi Yosef Karo, les communautés européennes mangeaient des kitniot, mangeaient des légumineuses, et les orientaux n'en mangeaient pas. Et c'est au XVIe siècle, tac, il y a une inversion des données. C'est les séfarades qui ont commencé à permettre les kitniot, et les Européens qui les ont interdites. Oui, à Paris, il y avait un grand sage qui habitait à Paris au Moyen-Âge. C'était le fils de Rabbeinu Asher, le Roche. Il s'appelait Rabbi Yechiel de Paris. Rabbi Yechiel de Paris. Il vivait au temps de Singe Louis IX. Ce salopard qui a mis le feu au Talmud et qui a expulsé les Juifs de France. Dont Rabbi Yechiel de Paris, qui a été obligé de faire son aliyah, il est venu à Akko. Et on dit que Rabbi Yechiel de Paris, donc était Ashkenaz, c'était déjà au moment où la séparation a commencé, là, entre les Ashkenaz et les Sfarad, lui, il mangeait des fèves à Pessah. Et dès que le XVIe siècle arrive, allez comprendre pourquoi, inversion des données, les Ashkenazim refusent les kitniot et les Sfaradim les permettent. Ce qui est en plus complètement farfelu, parce que dans le monde ashkénaze, surtout en Europe de l'Est, il y avait très peu de légumes. Moi je connais, quand j'habitais à Guilot, j'avais un monsieur, il avait fait 10 ans de Sibérie parce qu'il avait enseigné l'hébreu. Il s'appelait Pessah. Un vieux monsieur, 10 ans de Sibérie, tout simplement parce qu'il a osé enseigner l'hébreu, ça s'appelait en Russie révolte contre le communisme. Et bon, il s'en est sorti, là, il a même pu quitter la Russie, et il était à Guilot, il habitait pas loin de chez moi, donc je l'invitais régulièrement. Et il parlait très bien l'hébreu, c'était un professeur d'hébreu. Et il me disait, je lui dis, mais dites-moi, Pessah, qu'est-ce qu'il y avait à manger en Russie? Il me dit, il y avait tout ce qu'il faut. Je lui dis, quoi donc? Il me dit, des pommes de terre, des oignons, des carottes et des betteraves. Mais bon, et des oignons. J'ai dit, et après? Il me dit, voilà. J'ai dit, mais ça, c'est 4 choses. Et encore, quand j'ai le communisme, il fallait faire la queue pour essayer d'en avoir. Rien. Ça veut dire qu'il y avait 4 légumes maximum.
Donc ça aurait été plus logique que eux permettent les kitniyot puisqu'ils n'avaient rien à manger. Et les séfarades, qui avaient une plus large quantité de légumes frais, eh ben, ils auraient dû interdire les kitniyot, parce que kitniyot, c'est très dangereux. Parce que c'est, en général, véreux. Les kitniyot, c'est véreux. C'est vérifié. Bah oui, les fèves, les haricots, les lentilles, vous ne pouvez pas manger comme ça. Alors, quand vous achetez un navet, vous épluchez, en général, il n'y a pas de verre. Une tomate, etc. Mais alors que les kitniyot, c'est par nature dangereux. Je vous ai raconté ça l'autre fois, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai raconté, peu importe, je répète encore une fois. On observe que jusqu'au XVIe siècle, les séfarades ont une suprématie dans la halakha, dans la philosophie, etc. L'Espagne, etc. À partir du XVIe siècle, c'est le désert. Les séfarades ne produisent plus rien. Dramatique. Et c'est pour ça que toutes les initiatives qu'il y a eu dans le Ham Israël, bonnes ou mauvaises, viennent de l'Europe après le XVIe siècle. Que ce soit l'assimilation, le chassidisme, le sionisme, les écoles de femmes, tout ce qu'on veut, vient de l'Europe. Le monde arabe et les séfarades qui habitaient là-bas, zéro plus zéro. Ah bon, il y avait des grands de temps en temps, il y avait un Chida, un Ben Ishraï, on ne parle pas de ça. On parle de l'initiative. Et dans la Torah, c'est impressionnant. Alors, il y avait à Aix-les-Bains, il y avait un collège d'études, dans la ville d'Aix-les-Bains, qui était dirigé par quelqu'un qui s'appelle le Rav Elbaz. Et tous les élèves lui ont dit, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi, après le Shulchan Aruch, on ne voit plus de séfarades, on voit des ashkénazim? Que sont-ils devenus? Et ils ont posé la question au Baba Saleh. Et le Baba Saleh, il a dit, du fait que les séfarades mangeaient énormément de légumineuses sèches, c'était véreux, et donc, quand on mange des vers, on devient bouché. On devient bouché. Donc il faut faire très attention. Et ne me dites pas, il y a plus de verre dans les navets. Non, il y a plus de verre dans les légumineuses, c'est évident. Les légumineuses sèches. Les légumineuses sèches dans les marchands de graineterie sèche, même s'ils ont des aérations et ils ferment bien la nuit, quand vous achetez du couscous ou du sarrasin, peu importe, il faut vérifier grain par grain sur une nappe blanche, parce qu'en général, c'est très habité, surtout dans les pays chauds, évidemment. Et même dans les grandes surfaces, surtout les grandes surfaces, parce que la nuit, apprenez ça, dans la nuit, ils ferment les frigidaires. Vous saviez ça? Ils ferment, les frigidaires à lait, ils laissent ouvert. Oui. Tout ce qui est lacté, ils laissent ouvert. Oui. Mais tout ce qui est entrepôt, etc., ils ferment. Ça coûte trop cher. Donc, si vous avez entreposé là-bas du riz et des pois chiches et des lentilles, etc., comme la nuit il fait plus chaud, eh ben, ça réveille les habitants. Donc, il ne faut jamais dire « Ah, moi, je crains pas, j'ai acheté ça au Chéral ou à ce que je sais, moi. » Il y a une surveillance. Vérifie tes lentilles, vérifie ton couscous, vérifie ta semoule, vérifie tout ce qui est graines. Très probablement, tu risques de trouver des habitants qui ne payent pas de loyer. Les mythes alimentaires. Pourtant, les mythes alimentaires. Et voilà. Donc, pour quelle raison, je ne sais pas, ce sont les séfarades qui ont pris le relais des kitniyot et des ashkénazes qui les ont interdites, alors que ça aurait dû être le contraire. Maintenant, dans les kitniyot, vous avez des communautés qui mangent des kitniyot fraîches. Elles ne mangent pas chez le grainetier, elles ne mangent pas des fèves sèches,
qui sont très véreuses. Ils mangent des fèves fraîches parce que on peut pas les comparer à des céréales. Les légumineuses fraîches, elles sont fraîches. Donc il y avait des gens, par exemple, qui mangeaient des fèves, mais ils n'achetaient pas des fèves sèches dans des sacs. Ils achetaient des fèves sèches, fèves fraîches, vertes. Et là, il n'y a pas de risque de verre, puisque c'est frais. Et ça ne ressemble pas du tout à des légumineuses qu'on pouvait entreposer dans les magasins avec du couscous et avec du blé, et avec du... Et ça s'appelle comme une quitniote. Pardon? Même si c'est frais, ça s'appelle quand même une quitniote. Ça s'appelle quitniote, mais il n'y a aucun risque. Donc les petits pois frais, on peut aussi. Voilà, donc ceux qui ne sont pas macpidim d'interdire toutes les quitniotes, il y en a qui se permettent des quitniotes fraîches. D'accord? Bon, maintenant, dans cette histoire de quitniote, comme d'habitude, il y a des extrêmes. Le monde adore l'extrémisme. Le monde n'aime pas la nuance. D'accord? C'est pour ça que vous avez, par exemple, je me rappelle en France, par exemple, le Rav Rothenberg, il permettait l'huile de tournesol. Alors que c'est appelé une kitnite. Ce qui est complètement fou. Parce que le tournesol ne ressemble pas à une céréale. Mais les kitniotes, c'est un truc complètement fou. Vous avez des trucs qui ne ressemblent à rien. Et malgré tout, vous avez, quand vous achetez un truc, écrit kitniote. Mais en réalité, c'est de l'huile d'arachide. Ou de l'huile de... Donc, c'est très très loin de la ressemblance avec une céréale. Donc le monde adore le noir et blanc, le bien et le mal, il n'y a jamais de nuance. C'est très embêtant. Le yin et le yang, le monde n'est pas comme ça, le monde est très varié. Donc en fait, même dans les kitniotes, il aurait dû avoir une variété pour permettre ou interdire. Là on voit que c'est très coupé en deux, et c'est fou quoi. D'accord? Alors il y a des gens un peu pas intelligents qui me disent mais comment vous faites? Vous mangez pas de kitniotes à Pessah? J'ai dit écoutez monsieur, écoutez madame, les kitniotes c'est un aliment de pauvres. Qui c'est qui mange les kitniotes? Les pauvres. Les lentilles, les haricots. Les gens riches ils mangent des légumes frais. Quand vous êtes riche, vous mangez des légumes frais. Et vous avez une quantité énorme de légumes frais. Vous avez plus de légumes frais que de kitniotes. La preuve, c'est que dans le chouk, si vous allez dans le chouk, il y a peut-être 5 ou 6 magasins qui vendent des légumes en sac, des grainotiers, et vous avez 350 forains qui ont les bastottes de légumes frais et de fruits frais. Donc c'est complètement farfelu de me dire qu'est-ce que vous mangez à Pessah? Moi toute l'année je ne mange pas des kitniotes. Les pauvres, dans les cantines, dans les chivotes, dans l'armée. Vas-y que je te mets du riz, vas-y que je te mets des lentilles. Quand tu ne sais pas cuisiner, allez hop, lentilles, ça il fait froid, allez, pois chiches. Mais quand tu sais cuisiner, tu cuisines aux cuisines frais. D'ailleurs, qui c'est qui nous a donné l'exemple de ne pas manger de kitniotes? C'était... Alors Esther Amalka. Esther Amalka, elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle mangeait cachère. Sinon, ils ont dit, ah, c'est marrant, il y a un peuple qui mange ce genre de truc. Tous les autres mangent ça et ça et ça. C'est bizarre qu'elle mange certaines choses. Donc elle avait peur de se faire attraper à manger des choses cuites. Parce que c'était dans les ustensiles de Achashverosh. Donc pour pas qu'on sache qu'elle mangeait cachère, elle ne mangeait que des légumes frais. Des légumes frais, des légumes potagers. Parce que tu peux les manger crus dans une assiette, même une assiette qui n'est pas cachère. Donc elle faisait exprès, sinon, alors, si elle avait demandé des lentilles ou des haricots, etc., alors on aurait été obligé de les cuisiner, les faire bouillir, et à ce moment-là, elle n'aurait pas pu les manger.
Donc elle a raconté, je suis végétarienne. Je ne mange que des légumes frais. D'accord? Maintenant, dans la vie, effectivement, les gens riches mangent des légumes frais, les gens pauvres, et ils n'ont pas grand-chose, hein, ils achètent des haricots, des pois chiches. Quand il fait froid, des pois chiches au cumin, ou des haricots aux saucisses. Non, enfin, c'est des aliments des pauvres. C'est un plat de Shabbat, les haricots avec la viande. Le tchoulint. Le tchoulint, oui. Oui, parce que vous ne pouvez c'est- pas faire mijoter Ah oui. toute la nuit des légumes frais, c'est dur. Bah oui, c'est ça. Donc, Nous, on fait bah, le plat chaud de Shabbat Pessah, chez nous, oui, on fait pas de kitniot. bien sûr. Eh ben, on prend des courgettes Oui, fraîches, des patates, pommes de terre, ouais. on fait des légumes et ça mijote toute la nuit avec des épices, enfin avec des herbes fraîches, quoi, comment on appelle ça? Des choses qui donnent cousbara et compagnie. Ça tient la nuit. Mais en général, dans l'année, les plats juifs, je vous l'ai déjà dit, les plats juifs, c'est en général la cuisine très populaire. Le kougel, c'est des pâtes, c'est des pommes de terre. Le tchoulin, c'est quoi? C'est très populaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le tchoulin? Des haricots, des pois chiches, des œufs, des trucs populaires. C'est pas des trucs de luxe. Ouais. Et là, c'est Vous savez ce qu'ils vendent au chouk maintenant, enfin en ce moment? Tous les ans, ils vendent ça, ils vendent des truffes marocaines. Ils adorent ça, les Ça s'appelle tarfas. Tarfas, ça veut dire truffe. Mais c'est pas la truffe à 4000 shekels le kilo. Ouais. C'est des truffes marocaines, c'est-à-dire c'est pas de la vraie truffe française. Ouais. C'est que ça coûte très cher aussi. Ça coûte 400 ou 500 shekels la boîte. En boîte, il y a. Oui, bien sûr, ça vient du Maroc. Surveillé au Maroc. Et c'est de la truffe un peu vulgaire, quoi. C'est pas la vraie truffe. La truffe blanche. La truffe blanche, ouais. C'est C'est très bon, mais ça coûte très cher. la truffe. Ça, ouais, c'est de la même famille que les champignons, hein. La truffe. Tarfas, ça Je s'appelle. sais que les Marocains, ils adorent ça. Voilà, c'est ça. Mais truffe. Alors, il y a un magasin qui vend ça, 900 € le kilo. mais on dirait qu'ils vendent de l'or, quoi. Ils vous vendent ça, ils vous sortent la boîte de là-haut, et tu payes. Et il te dit, pour toi, 400 shekels. Oui, ça vient du Maroc, mais c'est... Il n'y a pas paf. d'eau. On dit chez nous, c'est le coup de massue. Bon, et c'est pas non plus une kitnit, c'est pas non plus un... Tout le monde peut en manger, quoi. C'est un champignon. Alors ils font ça, ils mettent ça dans la dafina du Shabbat de la fête. Bon, mais Kitso, donc ne nous trompons pas, les kitniyot ne fermentent pas. Donc ceux qui ont l'habitude de manger du riz, ils peuvent manger du riz en le vérifiant, On mange plus. parce que rien n'est moins sûr que les légumes. Les légumes, il faut vérifier. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de manger des kitniyot, eh ben vous arrivez à vous débrouiller très bien. Par contre, ça ne manque pas. Les poivrons, les tomates, les courgettes, les choux, les choux verts, le chou rouge, le chou blanc. Ma Ouf! grande fille, elle fait même pas d'huile. Pardon? Elle n'utilise même pas d'huile à ça. Oui, bah c'est une babiche de France, elle. Une babiche de France. Un jour, j'ai dit à une dame, en Russie, ils faisaient comme ça. Ma grand-mère aussi, elle faisait ça en Algérie. Elle utilisait, quand il n'y avait pas d'huile cachère. Donc, qu'est-ce qu'ils prenaient? La graisse de poulet. Ah, c'est dégueulasse. Mais, ouais. Alors, ils cuisinaient avec de la graisse de poulet ou de dinde. C'est pas évident, hein. Alors, ouais. Alors, je disais, moi, ma grand-mère, elle faisait ça parce qu'il n'y avait pas d'huile cachère. Mais aujourd'hui, vous avez des huiles d'olive et de noix, etc. Cachère. Surveillée, ça veut dire pas permise en Espagne ou en Turquie. Non, cachère, c'est une usine, en Marpoud et compagnie, où c'est surveillé de la lèvre jusqu'à table, jusqu'à l'embouteillage. Ils ne même pas un café. Hein. Ouais, et c'est tant mieux pour eux s'ils arrivent à vivre comme ça. Oui, elles ont les cartons de fruits, les bananes, Voilà. les brocolis. Bon, mais qui les gens d'avant, comme il n'y avait pas d'huile, alors ils cuisinaient à la graisse de poulet. Alors j'ai dit à une dame
qui était Macpida de prendre encore de la graisse de poulet. Je lui ai dit, écoutez, l'huile cachère, vous rentrez dans comment dire, un fabricant d'olives, un bat ça s'appelle. Chez Rav Mahmoud, par exemple, vous avez des films, on vous montre, le gars arrive avec son tracteur, il y a l'olivier, c'est très dur, l'olivier, c'est lourd. L'olivier, il fait trembler l'olivier, toutes les olives tombent dans une bâche, secoué, toutes les olives tombent, le tracteur amène les olives dans l'usine, elles sont jetées dans le bad, pressées et elles sortent en bouteille. Aucune manipulation humaine. Ni un homme, ni un... rien, personne. Du champ, de l'olivier jusqu'à la bouteille, personne n'a rien touché. Donc c'est sérieux. Comment ça se fait Alors que si vous achetez de la graisse de poulet, vous savez ce qui se passe dans les abattoirs? Non, tu vois, l'abattoir, le chochet, il a tué. Ok, d'accord. Maintenant, il y a par terre, et vas-y que je te mets partout de la graisse, et des trucs. Il y a des manipulations à n'en plus finir. C'est normal. Il ne peut pas y avoir un poulet qui sort en sac, en sachet. Donc c'est beaucoup plus dangereux au niveau Hametz, la graisse de poulet. Quand ma grand-mère le faisait, le chochet venait à la maison, on voyait ce qu'il faisait, on cachérisait les poulets et on prenait la graisse, c'est tout. Donc tout était sous contrôle familial. Mais aujourd'hui, vous pouvez contrôler quand ils font 1 million de poulets dans un abattoir, qu'il n'y a pas un morceau qui tombe par terre et qu'on ramasse, etc. Impossible. On ne peut pas donner des consignes à des centaines d'employés de rincer quand un truc... Tout est en vrac. Donc c'est beaucoup plus sûr de prendre de l'huile d'olive sous contrôle que de prendre de la graisse de poulet. D'accord? Et le café, pareil. Les gens ne prenaient pas... Moi aussi, tu faisais ces chromotes en France. T'es malade toute la semaine. Pas de café, pas de thé, pas de ci, pas de... C'est terminé. Je vous dis, les Lubavitch de France, ils faisaient comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le café? Rien, pareil. Dans le café, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune manipulation. Il y a des centaines de tonnes de café qui n'ont pas le temps d'aller voir si quelqu'un va les... C'est nu quand même. Ah, attendez. Donc, voilà, c'est vert. C'est vert le café. Quand vous avez bu du café, c'est vert. Avant, c'est la cerise. C'est toujours vert. La coque. Et une fois qu'il est vert... La cerise. Pardon? Il y a la cerise d'abord. Oui, peu importe. En tous les cas, c'est... Quand vous le voyez noir, le café, parce qu'il a été torréfié. Ah, il a été grillé. Hein. Voilà. Alors, il y a 2 grands producteurs de café dans le monde. Il y a ou l'Afrique, Abidjan et compagnie, Côte d'Ivoire, etc., ou le Brésil et l'Amérique du Sud. Il y a deux endroits. Ni en Allemagne, ni en France, ni en Chine, ni pas de café ailleurs. Tous les cafés viennent de ces 2 endroits-là. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs l'Arabica Et Robusta. ou le Robusta. Mais Kitso, pareil, même topo, torréfié dans des quantités énormes. Quand il y avait la révolution en Amérique du Sud, ils n'avaient pas de charbon pour faire marcher les trains. Qu'est-ce qu'ils prenaient? Du café. Ils faisaient marcher les trains avec le café. Alors, vous voyez, sur les routes, vous aviez sur les routes, vous aviez des odeurs de café parce qu'ils mettaient des tonnes de café dans les locomotives. Donc, il n'y a aussi aucune manipulation. Alors maintenant, il faut une cache-route, parce que des fois, vous avez des cafés à la vanille, au chocolat, des trucs qui donnent un goût. Là, on ne sait pas, il faut vérifier d'où vient ce goût. Mais si c'est du café nature, décaféiné, ou peu importe, Robusta, ou Africa, peu importe, Arabica, aucun problème. Nescafé pareil. Oui, ben tout ça, c'est pareil.
Donc toute l'année, il y a soi-disant Hercher et à Pessar un autre, mais en vérité, il n'y a pas besoin, c'est le même. Toute l'année, c'est pareil. D'accord? C'est du business. Toutes ces choses-là ne fermentent pas et n'ont pas de... Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de café, il n'y avait rien du tout. Donc les gens étaient obligés de... Ils buvaient de l'eau chaude, ou des fois ils trouvaient du thé. Des fois ils trouvaient du thé par hasard. Aujourd'hui, vous avez tout caché le Pessar, avec toutes les surveillances qu'il faut. Maintenant, donc la matzah, donc revenons à notre histoire de matzot. Les matzot ne peuvent être faites qu'avec ces 5 céréales dont on a parlé. Et que Dieu pardonne si jamais il y a des gens qui sont sensibles au gluten. Oui. Et alors maintenant ils arrivent à faire des matzot en flocons d'avoine, etc., sans gluten. Donc les gens ils peuvent, parce qu'il y a des gens qui sont très très sensibles. S'ils mangent du Elle est gluten. motzi quand même, la matzah? Oui, il y a des matzot qui sont des vrais matzot de céréales sans gluten. D'accord? Et donc aujourd'hui, vous avez des magasins partout qui vous vendent les 5 céréales, les matzot sous les 5 céréales. Alors la matzah, il ne faut pas qu'elle soit immobilisée pendant 18 minutes. Il faut qu'elle soit travaillée et après cuite et sortie. Alors maintenant, il y a eu toute une polémique depuis plusieurs siècles. Qu'est-ce qui vaut mieux, des matzot à la main ou des matzot à la machine? D'accord? Alors, les deux opinions sont vraies. Alors, il y a des gens qui font attention à ne manger que des matzot main toute la semaine. Ils disent la kavana de l'individu, son intention, elle est de faire des matzot. Donc, il y en a qui ne mangent que des matzot main toute la semaine de Pessah. Et il y en a d'autres qui disent non. Aujourd'hui, les machines que nous avons sont extrêmement perfectionnées, nettoyées très bien nettoyées, il ne reste pas de grumeaux, il ne reste pas de... Donc, toutes les matzot sont valables, surtout que les matzot machines sont en général beaucoup moins chères que les matzot à la main. Donc, ça dépend de votre degré de rigueur que vous voulez avoir. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, même les matzot simples, pas surveillés, pas shmoura, même les matzot simples sont hyper cachères. Du monde entier. Je vous raconterai cette histoire pour la millième fois. Il y avait un monsieur à Lubavitch en France, de vos amis, de vos enfants, il avait, toute l'année, il ramassait de l'argent et il achetait des matzot à la main pour en donner 3. Il frappait aux portes et il offrait 3 matzot à des familles qui avaient en général que des matzot carrés, quoi. Et il était content de sa mitzvah, sa campagne. Tous les ans, il faisait cette campagne, et il en faisait beaucoup, parce qu'il ramassait toute l'année l'argent. Et un jour, il est rentré chez le rabbi, et le rabbi l'a félicité pour ça, il a dit bravo, c'est très bien ce que vous faites. Et alors le gars, il dit, et ça permet que les juifs français mangent des matzot cachères. Le rabbi lui dit, mais en France, toutes les matzot sont cachères. C'est-à-dire la Bitton, et la Rosinski, et la Neyman, et la Human. Il y a plusieurs marques de matzot carrées. Le rabbi a dit, toutes les matzot sont cachères. Ça veut dire que c'est pas gentil de dire que la ronde que tu fais venir d'Eretz Israël, elle est meilleure que le... Non, les autres sont cachères aussi. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des techniques et des ventilations et des nettoyages qui font que, au Hachem, la plupart des gens font un bon seder. J'ai connu quelqu'un, il était dans le désarroi,
parce que le soir du Seder, il s'est rendu compte que les matzot qu'il avait achetés, on n'avait pas prélevé la chala. Soi-disant, c'est pour faire mériter les hommes et les femmes de faire la bracha sur la chala, au moins une fois par an, si, soi-disant, alors ils mettent, la chala n'est pas prélevée. Mais la plupart des gens, ils lisent pas ce qu'il y a écrit. Le gars, il s'est retrouvé le soir du Seder, et il voit des matzot, et il voit pas prélevé. Il ne savait plus quoi faire. Il était dans tous ses états. Qu'est-ce qu'il a été obligé de faire? Il a pris des matzot carrés. Matzot carrés, des galettes mécaniques. Beaucoup moins cher. Il était dans le désarroi, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette fête que j'ai passée? Je vais être en enfer. D'accord? Quelques jours après, il va voir le Rav, il lui dit, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé. Et le Rav lui a dit, alors? Il dit, alors quand j'ai mangé des matzot ragil, j'ai pas mangé des matzot shmurot le soir du Seder. Et alors? Et il a dit, vous croyez que vous avez fait une avéra? Vous avez fait tout à fait comme il faut. Parce que la cache-route de nos matzot machines d'aujourd'hui, elle est aussi bien que les matzot surveillés de l'époque du Shulchan Aruch et des siècles derniers. Tellement nos matzot sont impeccables. Donc c'est vrai qu'on fait le mieux, le top, mais ceux qui ne font pas le top, ils font très bien quand même. Non, aucun problème. Vous avez compris? Surtout que les matzot à la main sont des fois plus dangereuses que les matzot machines. Parce que des fois, il y a des pliures. Alors, des fois, la farine n'est pas bien cuite, etc. Donc, c'est plus dangereux une matzot main qu'une matzot machine. Hein? Et donc, celui qui a les moyens, qui peut se permettre toute la semaine de manger des matzot main, tant mieux pour lui. Et en plus, comme aujourd'hui, il y a tellement d'argent derrière tout ça, que la meilleure façon de se mettre de l'argent dans les poches, c'est de critiquer les autres. Alors, si quelqu'un il travaille là-dedans, vous ne pouvez pas le croire. Si vous dites achète ce que moi je fais par rapport à l'autre, sois gentil, si tu fais de la pub pour ta camelote, c'est normal. Alors, quelqu'un qui est extérieur, il va vous dire tout est bien, tout est comme il faut, c'est de la surenchère. Et vous avez des endroits, par exemple, où si vous voyez les jeunes qui font les matzot, vous dites chez Mishmour. Ils ont des boucles dans le nez, des boucles dans l'oreille. Comme ils ne savent pas quoi faire de leur peau, allez hop, viens faire des matzot. Ils sont costauds, alors ils font il faut moudre le blé, c'est très fatigant. Et après faire les matzot, c'est très fatigant. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais au niveau de la crainte de Dieu, elle est restée à la synagogue, quoi. Les gens qui ont beaucoup d'Iret Shamaïm, en général, ils ne savent pas faire des matzot. Donc les rabbanouyot, elles emploient des tas de gens, et donc c'est de la surenchère. Et donc, si vous me posez une question, je vous dirai tout est bien, qui finit bien, et c'est pas parce que c'est cher que c'est plus qu'à cher. D'accord? C'est bien, ça veut dire que le monde a bien évolué. Alors avant, les gens disaient, ouais, cette marque-là, elle n'est pas bien, c'est du bluff et de la... Je me tape sur l'autre pour pouvoir... à New York, il y avait une histoire amusante. Il y avait... les Satmar, ils ont lancé un bruit avant Pessah, que le soda, il y avait un soda, caché à le Pessah. Une eau gazeuse, caché à le Pessah. Ils ont lancé un bruit, partout, des publicités dans toute l'Amérique.
il ne faut pas boire ce soda, il n'est pas cachère. D'accord? Quelques jours après, hop, mais nous avons sorti un soda qui est cachère. Et Coco, le soda, il fallait quelques semaines pour le faire, donc ton histoire, tu l'as sorti à la fin, parce que tu voulais sortir ton truc à toi. Surtout qu'il y a un psaque digne du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui dit les bulles de soda. Les gens ils font tout un sipour des bulles de soda parce que les bulles de soda sont en vérité faites avec des bulles de bière ou de limonade. Ouais. Bicarbonate de soude. Du Ménil, Oberpilz et compagnie, ou Trampo, ils font le soda avec des bulles qui récupèrent des trucs qui fermentent. Et là, je commence à le Auerbach, il dit, mais attends, mais Coco, les bulles, ça n'a aucune mamachoute. Donc, si tu t'es gouré, ça peut arriver, tu t'es gouré, tu as été au super, au lieu d'acheter du soda à Kasher le Pessah, tu as acheté un paquet de 6 qui n'est pas Kasher le Pessah. Tu t'es trompé. Des fois, il y a écrit simplement un tampon de différence, donc tu n'as pas vu. Tu arrives chez toi, waouh! Le soda n'est pas Kasher le Pessah. Le Rav Shlomo Zalman, il dit, aucune importance. Les bulles, on n'a jamais vu dans la Torah que les bulles s'appellent quelque chose. Les bulles, c'est du vent, c'est rien. Donc, de préférence, les gens ils préfèrent du soda à Kasher le Pessah, mais si tu ne l'as pas acheté, le Kasher le Pessah, mais c'est pas grave non plus. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ne pas mettre des accents sur des choses qui ne sont pas forcément... Alors, cette année, ils ont dit effectivement que avant on ne faisait pas attention aux dentifrices. Parce que les dentifrices n'étaient pas bons. C'est pas bon. Vraiment, on crachait. Mais il dit aujourd'hui, les dentifrices, c'est fait à la menthe, c'est fait au parfum et à bon goût. Donc des fois, il n'y a pas que les enfants qui l'avalent, même toi, si tu l'avales, tu es content. Et donc on dit, ah, puisque c'est pas comme avant, pas bon au goût, il faut s'arranger pour avoir des dentifrices Kasher le Pessah. Évidemment, nous qui sommes en Israël, et en particulier à Jérusalem, c'est évident que partout, étant donné qu'il y a énormément de gens qui tiennent à ça, vous allez trouver tous les produits que vous voulez parce que les gens, il y a une demande. Hein? Et même à New York, et même à Bordeaux, et même, je suis aujourd'hui sûr que dans le monde entier, il y a une demande et il y a même beaucoup de goïms. Vous savez, je vous ai raconté ça, non? Que OU, c'est la cache-route américaine. OU. Ah, OU. C'est une cache-route qui est vendue à 1,5 milliard de gens. Mais il n'y a pas 1,5 milliard de juifs dans le monde. Eh bien, sachez que les musulmans, ils ont confiance dans OU parce qu'ils disent, vous les juifs, quand vous dites qu'il n'y a pas de cochon dedans, mais il n'y a pas de cochon dedans. Alors que les autres, matière animale, hein, donc ils ont plus confiance. Les musulmans, hein, dans le monde entier, ont plus confiance dans OU que dans les cache-routes, les surveillances musulmanes ou chrétiennes. D'accord. Pourquoi? Parce que les rabbins, ils vérifient ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc, quand vous achetez des produits, vous êtes tranquille un peu partout dans le monde, à la ROF, en grande majorité, vous avez des cache-routes sur tout, et donc, si le prix n'est pas différent, eh ben achetez Kasher le Pessah, ça ne mange pas de pain, comme on dit chez nous. D'accord? Ça ne mange pas de pain. D'accord? Alors, mais il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin du tout, donc c'est pas la peine de vous faire berner. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, et ne vous faites pas, faites attention. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions spéciales? Bon, maintenant, ça c'est une chose sur laquelle il faut insister.
le Pessah, c'est la fête de la liberté. Chag HaCherut. Or, la liberté, aujourd'hui, plus que jamais, c'est justement la liberté de manger, de ne pas manger tout et tout et tout et tout et tout. Aujourd'hui, vous avez tout en Kasher le Pessah. Ils ont même fait des baguettes. Vous l'avez pas vu? Des baguettes Kasher le Pessah, des pizzas Kasher le Pessah. Ça devient ridicule, quoi. Il y a des pâtes. Les bonbons, les machins, vous n'avez aucune différence avec toute l'année. Alors on dit, c'est pas bien. C'est la fête de la liberté. Alors, ne te crois pas obligé que tout ce qui existe, tu vas l'acheter. Fais un régime de légumes, mange une autre nourriture pendant quelques jours, ça fait beaucoup de bien. C'est la fête de la liberté. C'est ça la vraie liberté. C'est de ne pas être esclave de nos recettes alimentaires, de nos comment on dit ça, de nos habitudes, de notre Égypte quotidienne alimentaire. Voilà. Donc, comme on l'a dit l'autre fois, le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula. Donc, le bon Dieu va nous envoyer le Mashiach. Et donc, nous pourrons faire la vraie fête de la liberté avec le Mashiach au troisième temps. Amen. Voilà.